il est évident que la prise de conscience de cette présence d'extraterrestres sur Terre, c'est le choc historique le plus important de toute l'humanité. Les scientifiques ne sont pas du tout préparés à faire une chose pareille. Pour eux, c'est un sujet qui sont enterrés depuis 50 ans. C'est fini, on n'en parle plus. La cosmologie et la physique théorique sont devenues des pseudosciences. Donc ces gens sont la défensive. C'est terrible. Ben, notre science est dans une impasse complète, Bonjour Jean-Pierre Petit. Bonjour Yin, bonjour. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Bien, merci, bonjour. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Eh bien, je suis français, j'ai 84 ans, j'ai une carrière scientifique très complexe, avec beaucoup de domaines différents. J'ai commencé par être ingénieur sur les fusées. Ensuite, j'ai travaillé sur des générateurs électriques qui marchaient avec des explosifs. Et puis après, j'ai fait de l'astrophysique et après de la cosmologie. J'ai fait aussi des mathématiques, des tas de choses comme ça. Et j'ai aussi publié une trentaine de livres de vulgarisation qu'on peut trouver sur un site que j'ai fait qui s'appelle Savoir sans frontières. Et il y a un petit nombre de livres qui sont traduits en chinois. Ah, ok. Mais justement, comme vous dites, vous avez une carrière scientifique très variée. Oui. Donc, vous êtes astrophysicien et Oui. ancien directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Oui, oui. Et donc, aujourd'hui, notre sujet est l'OVNI, l'extraterrestre et la science. Et depuis 40 ans, vous étudiez le phénomène OVNI. Mhm. Et alors, pourquoi vous vous intéressez à ce domaine? Mais, si vous voulez, moi j'ai eu un événement très particulier pour cet intérêt. Vous savez, les témoins de OVNI disent qu'ils voient passer des choses très très vite et ça évoque des vitesses supersoniques. Et à ce moment-là, quand on leur dit « mais est-ce que ça fait du bruit ?» Non, ça ne faisait pas de bruit. Alors pour un scientifique, un engin qui se développe, qui se déplace à des vitesses supersoniques sans faire de bruit, en principe c'est contradictoire. Et moi je travaillais sur des machines qui permettent d'agir sur l'air avec des forces électromagnétiques, ce qu'on appelle la MHD, c'est-à-dire la magnéto-hydrodynamique. Et effectivement, moi j'ai publié des travaux là-dessus, assez importants. Maintenant je pense que tout le monde a commencé à se faire à cette idée. C'est possible de se déplacer à vitesse supersonique et même hypersonique grâce à la MHD qui permet d'éviter de faire des ondes de choc. Parce que si on crée une onde de choc, il y a une forte température, il y a une forte traînée. Il faut beaucoup d'énergie pour arriver à avancer. Et vous savez que Poutine a présenté de nouvelles armes devant le Parlement russe en 2019, je crois, quelque chose comme ça, et 2018, et il a parlé d'engins hypersoniques. Et vraisemblablement, les Russes développent ce genre de technique. Donc maintenant, tout ce que j'ai fait dans ce domaine, c'est pris au sérieux. Mais évidemment, il y a cet aspect OVNI. Le problème, c'est que les scientifiques, face à une question comme ça, vont répondre de la façon suivante: ce sujet n'existe pas parce que ce n'est pas possible. Alors, la première idée, c'était: ça n'est pas possible que voler à vitesse supersonique sans faire d'onde de choc. Bon, ça, c'est un argument qui a été éliminé. Et le deuxième argument, c'est la longueur des voyages. C'est-à-dire que les prochaines étoiles sont à 4 années-lumière, alors même en voyageant au dixième de vitesse de la lumière, il faudrait 40 années, 40 années pour le retour, donc des voyages qui durent des siècles, ça paraît absurde. Et là, depuis toutes ces années, avec mes collaborateurs, on a développé un modèle cosmologique qui était un petit peu comme, vous savez, l'univers, c'est un peu comme si on le considérait comme une surface, comme ça. Alors, une surface, eh bien, elle a un endroit et un envers. Et c'est comme si l'univers avait une sorte d'endroit et d'envers. Et quand on utilise cet envers de l'univers, les distances sont 100 fois plus lourdes et la vitesse de la lumière est 10 fois plus élevée. Ce qui fait qu'on gagne un facteur 1000 sur les voyages. Donc à ce moment-là, ce ne sont plus 40 ans, mais quelques mois. Donc les voyages interstellaires sont possibles. Et ça, c'est un choc dans la communauté scientifique. Et ils continuent à s'accrocher à cette idée alors que ça va nécessairement s'imposer. Voilà. Donc, il y a une conjonction étroite entre le sujet OVNI et mes recherches scientifiques. Ce n'est pas que j'étudie le sujet OVNI scientifiquement, c'est que les études scientifiques qu'on fait
qu'on a faits sont complètement en accord avec le sujet OVNI. Oui. Par exemple, il y a une chose, c'est que effectivement, ce type de voyage très rapide, ça se fait en inversant la masse. Et effectivement, le modèle cosmologique qu'on est en train de développer, et là, les gens en parlent de plus en plus, c'est que dans le cosmos, il y a des masses positives et des masses négatives. Alors, ces masses négatives, elles émettent des photons qui ont une énergie négative. Et des photons à énergie négative, nos yeux ne peuvent pas les voir et nos appareils de photo non plus. Donc, autrement dit, les objets cessent d'être visibles. Alors, ça veut dire que si un engin, tout d'un coup, inverse sa masse, il va disparaître aux yeux de l'observateur. Et ça, c'est typiquement ce que les gens voient. Ils voient un ovni, tout d'un coup, hop, il n'y a plus rien. Donc, ce n'est pas idiot. Alors, ça fait que les arguments scientifiques, maintenant, sont en faveur du sujet ovni, et ça crée une grande angoisse dans le monde scientifique, quoi. Les scientifiques ne sont pas du tout préparés à faire une chose pareille. Pour eux, c'est un sujet qui sont enterrés depuis 50 ans. C'est fini, on n'en parle plus. Alors que cette hypothèse extraterrestre a été écartée complètement. Vous savez, les scientifiques parlent des petits hommes verts en souriant, comme ça. Maintenant, c'est fini. L'époque du petit sourire narquois a disparu. C'est extrêmement important, quoi. Et vous avez vu votre propre yeux des extraterrestres? Effectivement, dans les années 70, j'ai découvert un petit peu une affaire curieuse dans laquelle des Espagnols, il y avait un ingénieur, un médecin, ils recevaient des coups de téléphone de gens qui prétendaient venir d'une autre planète. Et puis ils recevaient aussi des courriers. Alors moi, je dis, bon, ben, envoyez-moi les courriers. Alors j'ai regardé les courriers, je dis, mais c'est pas idiot ce qu'ils racontent. Alors, ma foi, à un moment, j'ai dit, mais est-ce qu'on pourrait pas rencontrer ces gens-là? Alors, les Espagnols m'ont dit, écoutez, on va leur demander, alors ils leur demandent le téléphone, est-ce que vous acceptez de rencontrer M. Viti? Ah oui, oui, bon. Alors, ils nous ont demandé de venir avec un camarade à Madrid, dans un hôtel, et là, c'est pas du tout une rencontre diplomatique, on a eu droit à une visite médicale. Et ça veut dire une chose, si vous voulez, c'est que par rapport à des extraterrestres, il est tout à fait possible que nous soyons perçus comme des hamsters. Vous n'avez pas discuté avec un rat ou une souris. Hein, voilà. Et vous pouvez nous raconter, par exemple, tout à l'heure, vous dites une fois que vous avez reçu ce coup de fil d'un extraterrestre, et après vous allez en Espagne pour les rencontrer. Et après, vous avez eu des... Mais oui, mais la rencontre, on nous avait demandé de venir à Madrid dans un hôtel. Alors, on a passé 24 heures dans l'hôtel. Moi, j'ai dit aux Espagnols, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut attendre, il faut attendre. Et puis, la nuit, on s'est retrouvés, on était paralysés. Et on nous a attrapés comme des mannequins, comme des poupées, quoi. Moi, j'en ai mis la tête devant un gros projecteur bleu. Boum. Alors après, je me suis retrouvé tout nu sur mon lit. Il y avait un type en face qui ressemblait à un grand Suédois. Et ce qu'ils ont fait surtout, c'est des prélèvements de sperme. C'est très classique. Quand les gens ont des problèmes comme ça avec les extraterrestres, première chose, les femmes, on va voir comment sont leurs ovules, et les hommes, on va prélever du sperme. C'est tout, voilà. Alors moi, j'ai un très bon ami qui est très connu dans l'histoire des ovnis, c'est Robert Salas. Robert Salas, je ne sais pas si vous savez, mais il était jeune officier dans la base américaine de Malmstrom au Dakota, et il était dans un bunker souterrain et il surveillait une dizaine de fusées intercontinentales pour les envoyer sur les Russes éventuellement. Et tout d'un coup, il a un coup de téléphone, un soldat en surface qui lui dit, mon capitaine, il y a un grand ovni au-dessus. Alors il a répondu en riant, empêchez-le de prendre l'ascenseur. Et puis tout d'un coup, ces 10 missiles se sont déconnectés. Vous savez, il y a une lampe verte quand ça peut partir et rouge quand ça... Et tout est passé au rouge. Comme ça. Boum, 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 voilà. Et alors, ma foi, le soir, après son temps de veille, il a retrouvé ses camarades et eux aussi avaient eu des histoires de ce genre, quoi. Donc bon, alors on lui a fait signer des papiers comme quoi il ne devait rien dire du tout. Bon, alors c'est vrai que pendant 15 ans, il restait complètement silencieux. Et puis un jour, il a vu mention de cette histoire-là dans un livre d'ufologie. Alors il s'est adressé à sa hiérarchie en disant, mais est-ce que je peux en parler? Il n'avait même pas parlé à sa femme, il avait été très sérieux de ce côté. Les gens ont dit, bon, vous pouvez en parler. Alors il a écrit un livre, il s'est mis à en parler un petit peu. Mais après, ce qu'il a raconté, il l'a aussi mis dans des livres, c'est que lui et sa femme se sont trouvés une nuit
à ça de distance au-dessus du lit, et avec des petits bonshommes à côté, et on les a envoyés vers le mur, et lui, il allait vers la porte vitrée, et il s'est dit, comment ils vont faire pour l'ouvrir? Je l'ai fermé à clé. Non, il est passé au travers. C'est comme dans les films de Spielberg. Sa femme est passée au travers du mur. Ça, c'est une physique qui nous échappe complètement. Et après, ils se sont retrouvés à l'intérieur de la soucoupe, et ça lasse, toujours pareil, on a commencé à lui mettre une tige dans le sexe, et il s'est plaint parce qu'il trouvait que ça faisait mal. Voilà, mais c'est exactement la protestation de la souris ou du hamster qu'on est en train d'examiner. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, comme vous dites, ils prélèvent des spermes. Est-ce que qu'est-ce qu'ils vont faire en fait sur Terre? C'est reproduire? C'est de reproduire les hommes? Ben, écoutez, moi je dirais la chose, c'est que vraiment on n'en sait rien, mais on retrouve dans les témoignages de ces témoins français la même chose que ce qu'on a entendu aux États-Unis. Moi, j'ai entendu une femme me dire j'étais enceinte, j'avais des jumeaux, et vers le 7e, 8e mois, il y en a un qui a été enlevé. C'est-à-dire qu'elle a eu des histoires avec les extraterrestres, et ils lui ont pris un de ses 2 enfants. Il y en a une autre qui m'a dit je me suis retrouvée enceinte sans avoir de rapport sexuel, toujours avec des histoires d'ovnis à la clé. Donc, oui, c'est très curieux. Il y a eu des poses d'implants, et chez ces gens-là, souvent, ça a créé des désordres psychologiques, parce que quand vous dites, voilà, j'ai été emmené dans une soucoupe volante, on vous propose des médicaments dans un hôpital psychiatrique, mais c'est pas possible autrement. Voilà. Donc, il y a un type qui a dit, jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait d'autres gens à qui c'était arrivé, j'ai été traité comme un malade mental. En fait, tout à l'heure, vous avez parlé de votre expérience, c'est-à-dire vous avez reçu un coup de fil, soi-disant extraterrestre, c'est ça? Alors, bon, il y a eu d'abord cette espèce de contact espagnol, puis alors après, j'avais... Vous pouvez, juste après, vous avez reçu ce coup de fil, donc de extraterrestre, et après... Avant le coup de fil, c'est des courriers. Ça, c'est postérieur, le coup de fil. Mais à un moment, j'avais un Macintosh. Vous vous rappelez du petit Macintosh, un petit ordinateur comme ça, voilà. Bon. Alors, cet ordinateur, il y avait un disque dur qui faisait 20 mégas, et moi, je notais mes réflexions scientifiques sur le disque dur, quoi, comme ça. Et à un moment, je me suis intéressé à des textes là-dessus qui portaient sur la logique mathématique, des choses très sophistiquées. Et j'ai mis des réflexions là-dessus. Comme vos auditeurs ne sont pas scientifiques, disons que, comment dire, ça faisait appel aux travaux d'un grand mathématicien qui s'appelait Kurt Gödel, et il a montré un théorème très important. Et moi, je me suis demandé si on ne pouvait pas sortir de cette problématique en utilisant des nombres complexes. Et à ce moment-là, j'ai reçu une lettre, une semaine après, d'Arabie Saoudite, du genre, cher Monsieur Petit, ce que vous avez dit, ça va très bien. Bon, voilà. Et ce qui était curieux, c'est que mon ordinateur, j'en avais parlé à personne. Et pendant 10 ans, par exemple, je pouvais écrire des courriers sur mon ordinateur, je recevais des lettres en réponse. Là, c'est curieux. Et, par contre, il n'y a pas de connexion Internet, c'est ça? Non, il n'y avait pas de connexion Internet, aucune connexion du tout. Donc, quand je tapais un texte, s'ils avaient envie de répondre, ils répondaient. Alors, c'est très curieux. Bon, alors, moi, je trouve que j'ai un peu de la chance de vivre ça, parce que qu'est-ce que c'est la carrière d'un scientifique? C'est assez ennuyeux, les collègues se jalousent les uns les autres, il y a des petits conflits, tout ça. Tandis que là, c'est l'aventure, c'est extraordinaire. Alors, dans ces lettres, il y a une information sur laquelle on peut demander à vos lecteurs de méditer, parce qu'elle est très intéressante. Moi, j'ai appris ça, carrément dans les années 70. Ces textes disaient, sur la Terre, vous avez eu une dérive des continents. C'est-à-dire que sur la Terre, sur la planète Terre, il y avait un continent unique, et puis tout d'un coup, ce continent unique s'est fragmenté en petits morceaux, comme ça. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a des barrières entre les ethnies, parce qu'il y a des océans, il y a des montagnes, etc. Et la lettre disait, c'est relativement rare. En général, dans les planètes, il n'y a pas de dérive des continents. Alors c'est intéressant, parce que s'il n'y avait pas eu de dérive des continents, il n'y aurait pas de montagnes. Parce que les montagnes, c'est justement lié au fait que les continents se chevauchent comme ça. Vous savez, quand vous avez des plaques de glace
sur un fleuve qui est en pleine débâcle, eh bien, quand on a une plaque de glace qui monte sur l'autre, comme ça, vous voyez, ça rassemble les particules de glace. C'est ça qu'on appelle les montagnes. Bon, et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas non plus de fosse océanique. Alors, s'il n'y avait pas eu la dérive des continents, le nombre d'espèces animales et végétales serait 500 fois plus faible, 500 fois. Et c'est le compte-rendu que donnent ces gens, c'est que sur la Terre, nous avons d'abord une première chose qui a beaucoup surpris ces gens, sur les autres planètes, il y a des ethnies humanoïdes, mais elles sont toutes de la même race. Chez nous, on a des Noirs, on a des Blancs, on a des Asiatiques, on a des Indiens, oui. Et ça, d'après le compte-rendu de ces expéditionnaires, en arrivant sur la planète Terre, ils découvrent que, d'abord, on parle des langues différentes. Et après les premiers enregistrements, ils en déduisent qu'on parle l'anglais le lundi, le chinois le mardi, l'italien le mercredi. Ils sont complètement perdus. Même penser que les gens se mettaient un pigment sur la figure, l'idée qu'il y ait des gens de couleurs différentes, c'est quand même extraordinaire. Donc, autrement dit, ça expliquerait une chose, c'est que la Terre a une situation très particulière parce qu'elle présente une biodiversité, comme on dit maintenant, extraordinaire. Donc, s'il y a une biodiversité, c'est normal de l'observer. Puis, également, ça explique les prélèvements de sperme, c'est-à-dire l'intérêt pour la génétique. D'accord. Et vous avez, c'est-à-dire les extraterrestres, vous avez été aussi dans vos travaux scientifiques? Non, une aide considérable, Tous ces travaux scientifiques viennent de là, sans blague. Ah oui? Vous pouvez nous donner quelques exemples? C'est-à-dire comment ils vous ont aidé? Ben, un petit courrier par-ci, un petit courrier par-là, un petit coup de téléphone, voilà, c'est tout. Vous savez, par exemple, le modèle cosmologique, ça naît de l'idée suivante. Il y a deux entités cosmiques. Dans la seconde entité, le temps va à l'envers. C'est extraordinaire comme information. Ensuite, cette deuxième entité est ce qu'on appelle une antiomorphe, en miroir. Il y a une symétrie droite-gauche, etc. Bon. Ensuite, les formations qui se trouvent dans ce second univers n'ont pas du tout la même structure. Enfin, à chaque fois, ce sont des... la courbure est négative. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Ce sont des petits coups de pouce pour un scientifique qui sont énormes. Ça vous évite de perdre du temps dans une impasse. Moi, je sais, comment dire, vous connaissez le philosophe Sénèque, hein, voilà. Le philosophe Sénèque, il a une phrase extraordinaire, il dit « Il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont ». Et actuellement, la physique et la cosmologie sont dans une crise catastrophique. C'est effrayant, hein. On a perdu 40 ans avec les supercordes, il n'y a rien qui marche. Et moi, j'avance parce que ces textes disent dans quelle direction ça se passe. Il y a deux univers, il n'y en a pas trois, voilà. Et puis ils sont structurés comme ci, comme ça. C'est extraordinaire. D'accord. Donc, d'après vous, notre science aujourd'hui est sur un chemin dévié. Ben, notre science est dans une impasse complète, Moi, je pense que la chose qui manque à la science maintenant, c'est cette partie des mathématiques qui s'appelle la topologie. La topologie, c'est quelque chose d'assez étrange. Regardez, par exemple, je vais vous montrer un objet qui découle un petit peu de ces tuyaux-là. Voilà. Vous voyez cet objet-là, hein? Voilà. Bon, on en a fait une chose solide avec une imprimante 3D. Eh bien, voilà un objet qui... Vous savez ce qu'on appelle un polyèdre. Un polyèdre, poly, ça veut dire pluriel, plusieurs, et édron, c'est la face. Ça, c'est un monoèdre. C'est-à-dire que c'est un polyèdre qui a une seule face. Il a un seul côté. Et ça c'est une sorte de traduction mathématique d'une structure extrêmement féconde, extrêmement sophistiquée. Et ça, les physiciens ne savent pas mettre ça dans leur tête. Alors, c'est vrai, vous savez, j'ai fait des vidéos Janus. Alors, peut-être que vous pourrez mettre sur l'écran l'adresse de mon site internet. Quand on va sur mon site internet, tout de suite, sur la première page, vous avez des vidéos, Janus 1, 2, 3, 4, 5, et puis vous avez des versions en anglais, si les gens ne comprennent pas le français, etc. Bon, et dans ces vidéos, j'explique toutes ces choses-là, et c'est vrai qu'il y a des moments où je dis, si vous avez vraiment compris comme ça, vous n'allez plus penser de la même façon. Vous avez des choses qui vont des connexions qui vont changer dans votre tête, quoi. Et moi, je vois que, vous voyez, cette histoire d'inversion du temps,
comment dire, les choses se sont éclairées quand j'ai compris que c'était synonyme d'inversion de la masse. Le fait, vous voyez, quand un véhicule change de référentiel et que le temps est inversé, c'est pas le temps des gens, ils n'apparaissent pas dans leur passé. Ça n'est pas de la science-fiction, vous voyez. Disons qu'actuellement, la physique et la science sont dans une telle impasse que les gens multiplient des visions fantasmagoriques, le multivers, il y a une infinité d'univers, toute chose serait possible. Non, non, soyez un peu plus prosaïque, c'est ça le mot, prosaïque. D'accord. C'est-à-dire, d'après vous, grâce au phénomène OVNI, déjà, vous pouvez, c'est-à-dire, vous avez déjà avancé sur, par exemple, la notion de vitesse, la notion de temps, et c'est-à-dire, ça peut vraiment déjà nous aider pour peut-être franchir un grand pas. Bien sûr, mais il y a surtout une chose extrêmement importante. Regardez, par exemple, quand un ovni apparaît au-dessus de l'installation nucléaire militaire de Salas. Mais c'est un message. Ça veut dire, vous, les terriens, vous êtes en train de faire des bêtises. Vous risquez de vous faire très mal. Déjà, la Seconde Guerre mondiale, ça fait 50 ou 60 millions de morts, mais on ne peut pas avoir une guerre nucléaire, ça n'est pas possible. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on comprenne ça. Vous savez très bien qu'on a un nombre d'engins nucléaires tellement énorme qu'on pourrait mourir 50 fois. C'est idiot. Et ce qui est grave, c'est que on a failli avoir des guerres nucléaires. C'est pas de la blague. Quand il y a eu la crise de Cuba, il y avait des sous-marins russes qui avaient des torpilles nucléaires. Et le capitaine qui était dans son sous-marin, il aurait pu tirer une torpille, on aurait démarré une guerre mondiale. Il y a eu d'autres choses comme ça. C'est arrivé plusieurs fois. Est-ce que le gouvernement États-Unis et l'armée américaine sont en contact avec des extraterrestres et ils ont déjà peut-être obtenu certaines technologies très avancées? Alors ça, c'est comment vous dire? Moi, je vous en avais parlé au téléphone, je ne peux que donner mon propre témoignage. Alors, mon propre témoignage, il y a quelques années, je suis allé dans un congrès en Allemagne, à Brême. Et là, j'ai rencontré un scientifique américain qui est mort depuis, qui s'appelle Paul Six, qui était un grand spécialiste des engins hypersoniques, de la mécanique des fluides, etc. Et moi, quand je l'ai rencontré, je me suis présenté. Ah, il me dit, mais je vous connais. Ah bon, vous me connaissez? Bon. Et puis, je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait dîner ensemble? Mais pas de problème. Alors, voilà, le soir, au premier jour du congrès, il est en train de dîner avec Paul Six et un de ses collègues italiens. Et on a parlé, évidemment, OVNI, très librement, quoi, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, j'avais un ami qui était général, et ce général fournissait du matériel à des gens, des civils, du matériel de mesure, en général, depuis des années, ça durait depuis des années, 10 ans. Et un jour, ce général dit à ces gars, mais qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Oh, ben, ils disent, écoutez, comme on se connaît depuis longtemps, on a confiance en vous, venez avec nous, vous allez nous accompagner dans le laboratoire. Alors effectivement, ils partent de la côte ouest américaine, ils remontent vers le nord, ils arrivent comment dire, dans l'état, comment ça s'appelle déjà, dans le nord, et puis là, ils franchissent des contrôles successifs, ils descendent dans comme dans les parkings souterrains, quoi, je ne sais combien d'étages, et le général dit, quand j'arrive en bas, il y avait une grande salle avec des secoupes. Donc, le général a vu des secoupes et le général en a parlé à Six et Six m'en a parlé. Moi, je ne pense pas que Six mente et je ne pense pas qu'il ait pris pour argent comptant quelqu'un qui lui raconte des bêtises. Donc, effectivement, il y a un réel problème. On ne sait pas ce qui se passe aux États-Unis. Et regardez comment ça se passe. Écoutez, il y a quand même des choses extraordinaires. Vous vous rappelez l'interview qu'avait donnée Medvedev, c'est-à-dire le président de la Russie, le compagnon de... Et à un moment, il y a une journaliste qui lui dit qu'est-ce que vous pensez du sujet OVNI? Et Medvedev lui dit, écoutez, je vais vous répondre, écoutez bien parce que je ne le dirai pas deux fois. Et Medvedev a dit, mais quand le président de la Russie entre en fonction, on lui donne une mallette dans laquelle il y a tous les renseignements correspondant à toutes les espèces d'extraterrestres qui sont sur Terre. Vous vous rendez compte?
le vice-président de la Russie qui dit un truc pareil, c'est enregistré. Et alors la journaliste avait un petit sourire idiot, parce que... Mais vous savez, quand on raconte la vérité, les gens savent plus quoi faire. Et pourtant, Donald Trump, il a demandé de sortir des rapports, par exemple, jusqu'au fin juin, quelque chose. Peut-être ça va tarder, mais en tout cas, Donald Trump, il a bien demandé de publier. Je crois qu'il y a un rapport qui doit être fourni au Congrès, et ça doit être fin du mois. Donc, très rapidement, on va avoir une réponse. Alors, ce qui est amusant, c'est que le New York Times a donné un petit peu des échos sur le contenu de ce rapport qui ont un peu fuité, comme on dit. Et les échos, c'était oui, ça existe, mais c'est pas extraterrestre. Enfin, non, c'était pas une négation. Mais on n'a pas la preuve que ce soit extraterrestre. Mais des choses qui se promènent avec des déclarations de 5000 G, c'est quand même un problème. C'est quand même étonnant. D'accord. Et en France, quelle est la situation? C'est-à-dire, on ne reconnaît pas du tout ce domaine ou quand même il y a... En France, on a créé un service qui s'appelle le GEPAN, il y a maintenant 44 ans, et c'est un service de désinformation. Maintenant, on a mis des gens incompétents qui racontent n'importe quoi. Voilà. Même maintenant, ces gens français ne sont même pas au courant de ce qui se passe aux États-Unis. Voilà. Ah, ok. Et vous dites, en fait, depuis quelques années, vous êtes, comment dire, les portes de séminaires ou des grands médias, on ferme la porte? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, en fait, il fait ça? Bah parce que j'ai raison. Tout simplement. Je veux dire que quand on fait un exposé, par exemple, si je fais un exposé de mécanique des fluides sur le vol supersonique, bon, là encore, je n'aurai pas d'opposant. Et comment admettre que Jean-Pierre Petit expose des choses et qu'à la fin on dit bravo, vous avez raison, ça c'est pas possible. On ne veut pas l'entendre. Vous savez, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et il n'y a pas pire imbécile que celui qui ne veut pas comprendre. Donc voilà. Et heureusement, il y a Internet, heureusement, il y a les vidéos. Moi, j'ai des vidéos qui sont lues par 50 000, 100 000 personnes. Et quand vous voyez des scientifiques qui se prennent pour les successeurs d'Einstein, on a envie de dire, mais c'est quoi votre idée? Qu'est-ce que vous allez laisser au monde des sciences? Ah, rien. Mais d'après vous, pourquoi ces sujets dérangent? Pourquoi ces sujets dérangent? Eh bien, parce que, par exemple, dans le monde des sciences, le pouvoir est lié au savoir. Les scientifiques ont une sorte de présence, de prestige, ils ont des beaux habits dorés, ils ont des médailles, etc. Et tout d'un coup, je me dis, mais vous ne savez rien, parce que c'est ça qui, si vous voulez, la morale de cette histoire, je vois bien ça, avec les travaux que je fais. Nous sommes des élèves de petite classe. Et moi, j'avoue que je fais des travaux de mathématiques et théoriques qui ont l'air très sophistiqués. Mais si un jour, quelqu'un me disait, vous savez, on donne ça chez nous aux enfants pour qu'ils s'amusent, c'est à peu près ça, quoi. Alors, moi, j'avoue que ça me ferait plutôt rire, quoi. Tandis que pour des scientifiques, c'est une catastrophe. Essayez d'imaginer des gens qui ont une science du Moyen-Âge, et tout d'un coup, on leur dit, tout ce que vous racontez, c'est de la bêtise. Voilà. Et il faut penser autrement. Vous croyez être des professeurs, il faut que vous deveniez des élèves. C'est amusant. Alors moi, j'ai une vie passionnante. J'ai 84 ans. Et quand les gens me disent, est-ce que vous pourriez nous parler de votre trajectoire, je dis, mais je m'en fous. C'est pas le passé qui m'intéresse, c'est le présent et l'avenir. Hein? Ouais. Quand on a un présent et un avenir aussi passionnant, on ne perd pas son temps à s'enrouler dans le passé, quoi. Ouais. Et en fait, vous dites, les scientifiques aujourd'hui ne méritent pas leur fonction. Ben oui, parce qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui devrait être ouvert. S'ils sont fermés, c'est idiot. Que signifie une académie des sciences dont les portes sont fermées à double tour? Ça n'a aucun sens. Vous savez, les gens qui ont créé l'Académie des sciences en France, comme Arago, mais c'est des gens, les statuts de l'Académie des sciences, c'était l'ouverture. L'Académie est faite pour accueillir les idées nouvelles. Alors là, c'est pas vrai. C'est grave. Ouais, c'est grave. Est-ce que d'après vous... Ne croyez pas que les Américains sont plus ouverts, c'est pas vrai.
Ah oui, pourtant, ils sont... Mais c'est bon. mieux qu'en France, non? Non, non, c'est pas mieux qu'en France. C'est pas mieux parce que, franchement, quand vous prenez la physique théorique, la physique des particules, que vous prenez la cosmologie, ce sont des disciplines qui sont dans une crise épouvantable. Vous avez vu qu'on a besoin de la matière noire pour faire tenir l'univers. On a besoin de l'énergie noire. C'est une science noire. Ça signifie quoi, ce truc-là? Puis alors, vous avez l'univers qui a connu une fantastique expansion grâce aux inflatons. On dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un inflaton? Ah, ça, on ne sait pas. Mais vous vous rendez compte, ça ne tient pas debout. Vous prenez par exemple des gens qui sont spécialistes de gravitation quantique. Ah, gravitation quantique. Alors ça repose sur quoi? Ah ben, on n'a pas encore réussi à quantifier la gravitation. Ah bon? Alors vous parlez de quoi? Donc, oui. Qu'est-ce que c'est que ces pseudosciences? La cosmologie et la physique théorique sont devenues des pseudosciences. Donc ces gens sont la défensive. C'est terrible. Oui. Est-ce que d'après vous, avec tout ce que on a déjà découvert, euh, ça peut changer, ça peut modifier les manuels d'enseignement à l'école au sujet l'extraterrestre? Ouais. Il est évident que la prise de conscience de cette présence d'extraterrestres sur Terre, c'est le choc historique le plus important de toute l'humanité. Ça va mettre tout en cause. Alors évidemment, il y a des gens qui vont s'affoler complètement. Mais vous savez, on pourrait dire que euh, le choc le plus violent, ce serait d'ordre religieux. Hein. Alors, est-ce que vous avez une religion vous-même? Oui ou non? Oui. Vous avez une religion? C'est quoi la religion? C'est le bouddhiste. Le bouddhisme. Bon, vous avez une religion du bouddhisme. Bon. Alors, c'est peut-être encore la religion qui risque le moins d'être ébranlée par le fait que parce que les bouddhistes ont une sorte de vision tellement généralisée que ça va, quoi. Alors que vous prenez les musulmans ou les chrétiens, ça va poser problème, quoi. Alors, il y a 3 ans, j'avais un échange avec les extraterrestres, toujours de la même façon, voilà. Et moi, je dis que le problème important, c'est celui de la croyance. Donc, à ce moment-là, j'ai reçu des informations mathématiques sur une théorie de la croyance. Et j'ai sorti un livre qui s'appelle le Métaphysicon. Ouais. Et en fait, pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup d'écho parce que les gens n'ont vraiment pas compris. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle religion. Il ne s'agit pas de dire je suis le gourou d'une religion. Non, c'est simplement, ce sont des éléments qui vous permettent de comprendre la théorie des croyances. Alors, c'est vrai que moi j'ai dit que la science, c'est une forme organisée de croyance. Toute pensée est une forme organisée de croyance. Une religion, c'est une forme organisée de croyance aussi. Bon, il y a des religions qui sont plus souples que les autres. Le bouddhiste est un peu élastique, ça permet de mettre beaucoup de choses là-dedans, alors que la religion musulmane, c'est très serré comme ça. Et là, vous avez une théorie de la croyance. Alors ça vaut la peine d'en parler un petit peu, parce que, en fait, dans cette théorie cosmologique, je vous ai parlé tout à l'heure de masse positive et de masse négative. C'est vrai que tout d'un coup, on a dédoublé l'univers, on a créé une deuxième entité dans l'univers. Bon, et bien là, mathématiquement, il y en a 4. Il y a les masses positives et négatives, et puis les masses, mathématiquement, les masses imaginaires. Alors on pourrait dire, mais avec ces secondes espèces de masse, qu'est-ce qu'on fabrique? Eh bien, comment dire, c'est la métaphysique. Hein. Et quand je prends un ordinateur, comme celui que j'ai en face des yeux, il y a des atomes, mais il y a aussi le soft. Et le soft, il est extrêmement sophistiqué. Et quelqu'un pourrait dire, mais c'est quoi le soft? Je voudrais avoir un bit, est-ce que je peux le regarder? Non, non, c'est d'une autre nature. C'est d'une autre nature, mais sans cette seconde nature d'ordinateur, il ne marche pas. S'il n'y avait pas ça, je n'aurais pas des couleurs, je n'aurais pas des images, je n'aurais pas des sons, je n'aurais pas des chiffres, etc. Et là, la métaphysique, c'est une façon d'expliquer comment s'organisent nos pensées, nos sentiments. Lorsque l'univers se structure, eh bien, il se structure physiquement, avec l'apparition d'atomes, de planètes, etc., mais il se structure aussi psychiquement. Les pensées, ça apparaît petit à petit. C'est extrêmement intéressant. Alors, à ce moment-là, eh bien, tout ça, ça forme un tout. Et finalement, la question qu'on pourrait poser, mais qu'est-ce que c'est que Dieu?
là, au moins, avec une bouddhiste, il n'y a pas de problème, parce que les dieux, ça ne vous intéresse pas. Mais Dieu, c'est l'univers lui-même. L'univers lui-même est une énorme machine biologique, physique et pensante. Voilà, c'est tout. Voilà. Et en tant que scientifique, d'après vos études, c'est-à-dire toutes les matières, d'après vous, c'est pas seulement des matériels, il y a quelque chose aussi de côté spirituel ou quelque chose de nature profond qui est lié de ce matériel? Ben, disons que, oui, oui, par exemple, quand on pense à ce monde métaphysique, où est-il? Il est au même endroit que nous. Alors, évidemment, on a créé une espèce de paradis, de symétrie de haut et bas, etc. etc. Mais ça amène à considérer que, par exemple, le logiciel, il est dans l'ordinateur, ok. Ça n'empêche pas d'ailleurs que ça puisse se transporter de l'un à l'autre. Mais là-dedans, ça débouche aussi sur le thème de la réincarnation, hein, qui paraît assez logique. Voilà. Ça donne une réponse au devenir humain, quoi. Donc, c'est assez rassurant. On se dit, voilà, ça ne s'arrête pas après la mort, quoi. Voilà. Mm-hmm. Et voilà. Mais moi, je trouve ça très intéressant. Et ce livre-là, j'ai mis plein de dessins pour expliquer ça aux gens. Ça n'est pas une façon de leur vendre quelque chose de structuré, ça leur permet de réfléchir par rapport à leur propre croyance. Oui, quand on prend par exemple le bouddhisme, je ne veux pas dire que je connaisse le bouddhisme, j'en connais un petit peu, quoi, mais dans ce thème-là, la méditation joue un rôle important. Hein, c'est ça. Bon, la méditation. Alors, qu'est-ce que c'est que méditer? C'est intéressant, quelque chose comme ça. Alors, effectivement, méditer, ça consiste à s'affranchir un petit peu des sollicitations extérieures, hein, pour aller vers des sollicitations intérieures. Et là, vous avez, dans le bouquin que j'ai fait, une espèce d'image de ce qu'est la conscience. Et cette conscience, elle a une sorte d'un peu comme un pinceau de lumière, c'est-à-dire que si on s'intéresse beaucoup aux choses matérielles, alors on s'intéressera très peu aux choses spirituelles. Et inversement. Alors, vous voyez, il y a quelque chose que je pratique, moi, que j'aime bien, qui est le planeur. Et le planeur, c'est intéressant parce que c'est un sport extrêmement exigeant, parce qu'il faut qu'on se maintienne dans l'air. Donc à ce moment-là, on se dit, où est-ce qu'il y a une ascendance? Si je ne trouve pas d'ascendance, je vais tomber comme un caillou. Alors que quand on est dans un avion, on a un réservoir d'essence, on regarde la jauge. Alors à ce moment-là, on peut rêver. Avec un planeur, on ne peut pas. Donc autrement dit, quand on fait du planeur, on est entièrement concentré sur les informations visuelles, etc. Et pas on peut pas. Ben, je me rappelle, un ami disait, si quelqu'un arrive à penser à ses problèmes pendant qu'il fait du planeur, ce sont des très gros problèmes, vous voyez. Alors donc, il y a cette espèce de fermeture du cône vers le psychisme avec ouverture physique. Et inversement, dans le bouddhisme, on va refermer celui-là pour ouvrir l'autre. Et à ce moment-là, bon, lorsqu'on excite sa conscience vers justement ce monde métaphysique, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'on a accès à une communication différente, à une information différente? C'est très intéressant, quelque chose comme ça. En fait, j'aimerais vous demander, par exemple, quand vous dites des réincarnations, parce que dans le bouddhisme, on parle, par exemple, l'homme peut, après la vie, peut réincarner soit animal, soit les plantes, pierres et toutes sortes de choses. C'est-à-dire, est-ce que scientifiquement, ça peut prouver que c'est possible? Mais attendez, scientifiquement, pour un scientifique, après la mort, il n'y a rien. Mais l'esprit, est-ce que scientifiquement, on peut prouver que l'esprit existe? C'est-à-dire, c'est comme des ondes radio, par exemple. On ne voit pas, mais ça existe. Mais esprit, ça existe aussi. Écoutez, il y a une chose, c'est que il y a des gens qui ont des expériences avec les vies antérieures. Hein, et effectivement, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui prouve ça? Alors, moi-même, j'ai eu des expériences très, très puissantes de ce côté-là. Vous pouvez nous raconter? Ah oui, oui, c'est amusant. Bah, écoutez, si vous allez voir dans mon site internet Savoir sans frontières, il faudra que vous l'indiquiez à l'écran, oui. www.savoir sans frontières. Alors, il y a des bandes dessinées qui sont traduites dans différentes langues. Il y en a une qui s'appelle Le secret d'Imhotep. C'est sur la construction des pyramides.
Et dans cette histoire-là, j'ai un personnage qui s'appelle Lanturlu, et quand il arrive au Caire, la nuit, oh là là, il passe au travers du plafond, il se retrouve sur le plateau de Gizeh, où il rencontre son oncle qui est en train de construire une pyramide. Et le matin, au réveil, il se réveille, il prend des notes. C'est ce qui m'est arrivé, quoi. Moi, je trouve ça extrêmement amusant, quoi. Disons que la première nuit où j'arrive au Caire, je rêve la nuit que je passe au travers du plafond et je me retrouve sur le bateau de Gizeh avec un prêtre qui a la peau de panthère, le crâne rasé et qui m'engueule en égyptien. J'ai dit, écoute, ne crie pas comme ça, je ne comprends pas un mot. Mais non, le truc, c'est que j'ai capté des techniques que j'ai vues et après, j'ai écrit un livre là-dessus, vous verrez comment construire une pyramide. Alors, écoutez, il y a des choses extraordinaires qui viennent de ces voyages-là. Si vous allez dans un musée à Turin ou en Angleterre, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la coudée pharaonique. La coudée pharaonique, vous savez, c'est la taille de la coudée du pharaon. Ça doit faire, je ne sais plus, 52 cm, quelque chose comme ça. Et sur cette coudée, il y a des graduations irrégulières. Et personne n'avait jamais compris comment ça marchait. Mais moi, j'ai publié un article dans une revue d'égyptologie. Et ça fait appel à des connaissances mathématiques très sophistiquées. Vous verrez, c'est dans la bande dessinée, mais également, il y a le rapport avec la publication. Mais, comment dire, je suis également quelqu'un de dangereux pour les égyptologues, parce qu'ils n'ont jamais compris comment ça marchait. Tous les coups, on leur explique. Je pourrais être invité par des égyptologues, on me dit, expliquez-vous. Si on me demande d'où est-ce que vous sortez ça, si je raconte la vérité, vous vous rendez compte. Moi, je veux savoir quelque chose, voilà, je voyage dans le passé. Alors effectivement, ça m'arrive de temps en temps de changer d'époque et de revenir avec des informations. C'est amusant, quoi. Voilà. C'est dans votre rêve, c'est ça? C'est dans votre rêve où vous avez entré dans un autre monde, où vous avez eu d'informations qui vous avaient aidé? Voilà, exactement, exactement. Alors, vous voyez, je dirais que ça aggrave mon cas. Ça veut dire que je suis encore plus fou qu'on ne pense. Non, mais vous avez vraiment vécu. C'est-à-dire, par exemple, d'après vous, la pyramide est construite par des extraterrestres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est construit par des gens qui avaient des grandes connaissances en mathématiques. Ça, c'est évident. Évident. D'accord, ok. Ça pose un gros problème. Vous savez, quand on voit cette coudée pharaonique, c'est ce qu'on appelle un multivernier. Vernier, je ne sais pas si vous connaissez ça, peut-être certains de vos téléspectateurs sauront ce que c'est qu'un pied à coulisse. Vous voyez, le pied à coulisse, comment ça marche? Eh bien, sur le pied à coulisse, il y a un système qui permet d'avoir une précision sur la mesure qu'on appelle un vernier. Eh bien, le vernier, monsieur Vernier, très gentil, mais il vivait en 1530. Et chez les Égyptiens, c'est la même chose, mais 2500 ans plus tôt. C'est beaucoup, 2500 ans. Donc, autrement dit, ce sont des techniques mathématiques que nous n'avons découvert qu'au Moyen-Âge, qu'à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, alors que les Égyptiens avaient maîtrisé ça vers 2800 avant Jésus-Christ. C'est étonnant. Et ça, c'est une preuve. Parce qu'il y a des gens qui disent non, cette histoire selon laquelle les Égyptiens anciens avaient des connaissances mathématiques, c'est de la blague. Mais non, regardez cette coudée. Comment expliquez-vous ces graduations? Donc, c'est-à-dire la civilisation préhistorique, c'est prouvé que ça existe. Bah, écoutez, il y a une chose incroyable, c'est que les pyramides les plus sophistiquées sont les pyramides les plus anciennes. Carrément. C'est-à-dire qu'entre Khéops, Képhren, Mykérinos, etc., tout ça s'est construit en 2500, 2700 en Jésus-Christ. Après, la technologie devient plus faible. La technologie maximale, c'est à cette époque. Et là, surtout, il y a une chose, c'est que vous avez la première pyramide qui est celle de Djéser, et tout d'un coup, on passe à ça. En quelques dizaines d'années, quoi. En moins d'un siècle, tout d'un coup, on passe d'entasser bêtement des pierres les unes sur les autres à un truc comme ça. Et la construction des pyramides, mais ça pose des problèmes technologiques de taille des pierres, d'acheminement des pierres et de repérage mathématique de la position des objets. Actuellement, moi je dirais, si j'avais un gros budget, je pourrais construire une pyramide. Je sais comment on fait. Mais il ne s'agit pas simplement d'avoir du personnel qui s'occupe de ça. Il y a des choses tellement extraordinaires, tellement astucieuses, je me trouve dans le livre là-dessus.
Voilà. Et alors, encore une chose, par exemple, ça je n'ai pas encore explicité dans un livre, une nuit, je rêve que je suis sur un bateau. Je suis sur un bateau. Et effectivement, il y a de l'eau salée, etc. Je regarde sur le bateau, et évidemment, c'est un bateau égyptien d'Ancien Empire. Et là, personne ne fait attention à moi, donc je regarde comment ça marche. Et les bateaux égyptiens d'Ancien Empire pouvaient traverser l'Atlantique sans problème. Sans problème. Vous avez par exemple un bateau qui est à côté de la pyramide de Khéops. Vous avez entendu parler de ça. Il fait 43 mètres de long. 43 mètres de long. Et ce bateau, il n'y a pas d'arbres qui font 43 mètres. Donc forcément, on a des morceaux de bois qui sont jointifs. Et là, je vais peut-être faire un dessin, comme ça les gens comprendront. Je vais chercher une feuille de papier. Oui. Donc, je vais faire ce dessin. Et ici j'ai des morceaux de bois, comme ça, qui constituent la coque, comme ça. Vous voyez bien que quand le bateau va tanguer comme ça, les morceaux de bois vont avoir des efforts comme ça. Eh bien, quand on va voir sur le bateau de Khéops, voilà comment les morceaux de bois sont joints. Et ça, c'est une courbe mathématique. Ça explique quoi? Ça explique que cette partie-là va recevoir les contraintes de compression et celle-ci va recevoir les contraintes de traction. Parce que ici, il y a des petites chevilles comme ça, parce que ces bateaux sont cousus. Et ça, quand j'ai vu ça en Égypte, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc ces bateaux-là étaient construits pour la haute mer. Et le plus extraordinaire, c'est la voilure. C'est la voilure parce que les Égyptiens ont construit des bateaux. Il est très fréquent que des découvertes scientifiques, on les retrouve dans le passé. Et quand on va en Égypte, eh bien, on tombe sur des bateaux qu'on appelle des felouks. Alors, je vais dessiner une felouk comme ça. La felouk, elle a une dérive, il y a un gouvernail, puis il y a un mât, comme ça, et on a une voile qui est comme ça. Voilà le felouk. La première chose, le bateau n'a pas beaucoup de tirants d'eau. Et il y a une dérive. Bon, les bateaux égyptiens avaient des dérives aussi. Pourquoi? Parce que le niveau de l'eau dans le Nil est très variable. Il faut pouvoir rentrer dans le Nil quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc c'est absolument obligatoire. Vous avez la même chose avec les Hollandais. Les Hollandais aussi ont des polders. Ils ont des bateaux avec peu de tirants d'eau et des dérives. Bon. Maintenant, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la voile. La voile a une forme très particulière et elle a... là, elle est en position basse. Et si vous regardez les photos, vous verrez qu'il y a une deuxième position que je vais représenter comme ça. Comme ceci. Et vous verrez sur les photos. Et ça veut dire que ça, c'est comme une voile latine. Et ça, c'est comme une voile Marconi. Vous voyez, moins ce petit bout-là. Et là, il manque ce bout-là. Et ces deux voiles marchent très très bien. Et on peut dire que la voile de la felouk, c'est une voile à géométrie variable. Alors moi, quand je suis retourné en Égypte, j'ai loué une felouk. J'ai dit au propriétaire, vous permettez, je vais faire marcher, j'ai fait beaucoup de voiles aussi. Donc il m'a dit, ah, you good captain. Mais oui, et j'ai bien compris comment marchait la felouk. C'est égyptien quelque chose d'extraordinaire. C'est la configuration de la voile pour les vents forts et les vents faibles. Et ça correspond à cette double position de voilure. Le bateau égyptien, il a un peu la forme d'une gondole. Et ça, c'est extrêmement efficace par la haute mer. Parce que quand il y a des lames, le bateau monte sur les lames. Et le bateau est léger. Il n'a pas beaucoup de lest. Et ensuite, il a une chose que vous verrez, il est complètement ponté. C'est-à-dire que sur ces bateaux-là, il y avait juste des trous d'hommes pour rentrer à l'intérieur de la cale, mais c'était très facile de fermer entièrement le bateau. Ça permet de résister aux tempêtes. Les vagues passent par-dessus. C'est un sous-marin, ce bateau-là. Et quand vous voyez vous savez,
Je vais faire un dessin pour montrer. Hein, vous avez le bateau, puis il y a ces espèces d'objets qui sont ici. Alors, on compare ça à des fleurs de lotus. Mais ce sont des flotteurs anti-chavirage. Quand le bateau se couche, il ne peut pas se retourner. Parce que sinon, s'il n'a pas ça, et s'il se retourne, c'est foutu, parce qu'il est plat. Mais, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de mer, navigué, etc. Les dracars sont aussi des bateaux extraordinaires. C'est vrai que les Norvégiens avaient dominé le monde avec leurs bateaux. Mais il est pareil. Et alors, la question aussi importante, c'est si on a un bateau comme ça qui n'a pas d'entrée, comment on fait pour mettre le chargement, hein? Eh bien, les bateaux, je vais chercher un dessin. Est-ce que ça me... Eh bien, ces bateaux sont cousus. Ils sont cousus, c'est-à-dire que si on représente le bateau comme ça, vous voyez, eh bien, quand on arrive quelque part, on vient sur une plage. On monte sur la plage, comme ça, et puis on découle les morceaux, on ouvre, et ça permet de rentrer le chargement. Et on recoupe. Et il y a des témoignages d'écrivains romains et grecs qui en parlent. Alors, évidemment, ces bateaux-là ont disparu, parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés au port. Hein, imaginez, vous avez un bateau égyptien, vous arrivez sur un port breton, et vous dites, voilà, j'aimerais faire du transport de marchandises. Ah bon, mais comment vous faites? Il faut une plage. Ah oui, nous, on n'a pas de plage, on a des quais. C'est pas possible. Donc, c'est des bateaux qui n'étaient plus fonctionnels, qui ont disparu. Et le fait qu'ils aient traversé l'Atlantique, pour moi, ça pose aucun problème. En 3500 avant Jésus-Christ, c'est évident. Vous avez une technologie marine extrêmement avancée, vous avez une construction, ça pose des problèmes. D'où ça sort? Je ne sais pas. Donc, d'après vous, en fait, la vie tourne, la civilisation tourne. Ben oui, non, bien malin celui qui a les réponses. Vous savez, je dirais la chose suivante, c'est que plus on vieillit, enfin moi, plus je vieillis, moi je suis sûr de choses. Quand vous me posez la question, croyez-vous? Je ne sais pas. Hein, est-ce que ça vient des extraterrestres? J'en sais rien. Mais même vis-à-vis de toutes ces questions extraterrestres, plus le temps passe et moins on comprend. Hein, moins on comprend. Pourquoi est-ce qu'ils viennent chercher du sperme et des ovules? Est-ce qu'ils s'amusent à faire des... Je ne sais pas. Et du coup, quelle est votre vision sur la vie et notre univers? Ah oui, bonne question, à laquelle je vais tenter de fournir une réponse. Alors, ça provient aussi de cet enseignement extraterrestre, c'est que la vie, elle a deux caractéristiques concomitantes, elle devient de plus en plus complexe et le champ relationnel s'étend. Donc, le phénomène qu'on appelle le vivant, ça traduit la tendance naturelle à la complexification et l'extension du champ relationnel. Et ça, c'est valable depuis la première atome jusqu'à la première bactérie, jusqu'à nous. Donc, autrement dit, nous sommes arrivés à un stade où on peut dire nous communiquons avec la Terre entière. Avec un téléphone portable, je peux appeler quelqu'un à Nouvelle-Galilée ou en Chine ou n'importe quoi. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Hein, parce qu'on ne peut pas communiquer plus que ça, on ne peut pas être plus interconnecté dans cette histoire-là. Ensuite, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on peut communiquer avec d'autres ethnies humanoïdes? Et si oui, ce serait la logique des choses. Donc, actuellement, nous sommes arrivés à une époque, on peut dire que la mission de l'être humain, c'est les voyages interstellaires. Ce n'est pas seulement de dire il y a des gens qui viennent nous voir, c'est d'y aller aussi. Dans la technologie, si on la développe, on est capable vraiment de détruire la planète et l'espèce humaine. Donc à ce moment-là, il faut quelque chose pour ça qui s'appelle la conscience. Et la conscience, c'est la capacité d'anticiper sur les conséquences de ses actes. Je répète, la conscience, qu'on appelle la conscience morale, c'est la simple capacité d'anticiper. Peut-être que les animaux n'ont pas ça. Eux, ils ont une conscience d'espèce, une conscience de préservation de la tribu, quoi. Mais nous, on est obligé de réfléchir sur ce qu'on va faire avec ça dans 50 ans.
Et si on n'avait pas ce truc-là, on va à la catastrophe. Voilà ma réponse sur la question du vivant. D'accord. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les gens qui croient que tous les phénomènes surnaturels, ce sont c'est la superstition? Première chose, bien rares sont les gens qui n'ont pas vécu des choses de ce genre. Et en fait, être honnête, ça consiste à tirer les leçons de ses propres expériences. Voilà. Donc, si vous pensez que tout ça, c'est la superstition, vous-même, est-ce que vous n'avez pas des choses qui vous ont frappé? Mais c'est vrai que les événements paranormales, c'est étonnant, quoi. On se demande ce qui est impossible. Voilà. Voilà. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre Petit.